comme aux États-Unis. En France aussi, bien sûr, où la vie politique reprenant toutes ses activités, on y est trop occupé pour voir qu'aux colonies, la crise approche, tant en Syrie qu'en Algérie. Sétif est la première ville ensanglantée la semaine même de la victoire. Naturellement, les actualités ne parlent pas de ces événements. C'est en Extrême-Orient que se joue en effet pour l'instant l'essentiel, croit-on. Combien de temps encore le Japon résistera-t-il ? Pour commenter les actualités britanniques, puis japonaises et américaines, nous sommes avec Edouard Baird, 3 fois qualifié, puisque anglais d'origine, longtemps correspondant de Newsweek et auteur d'un livre fameux, Hirohito, sur l'empereur du Japon. À l'époque où nous sommes, il était dans l'armée des Indes, donc bien placé pour nous dire comment, au lendemain de la victoire à l'Ouest, se situe la position des puissances en Extrême-Orient. Oui, j'étais en fait officier cadet dans une école interarmes de l'armée des Indes. Je n'avais pas encore rejoint mon unité qui était un régiment assez prestigieux de Garhwali dans la 27e division indienne sous les ordres du général Slim. Et effectivement, tout le monde savait que maintenant, l'attention allait se tourner vers ce front en Birmanie qui avait été complètement occulté auparavant par les médias, et l'opinion publique n'en savait si peu que les troupes anglaises en Birmanie s'appelaient The Forgotten Army, l'armée complètement oubliée. Eh bien, on va non pas voir ces troupes anglaises en Birmanie maintenant, mais d'abord la situation vue d'Angleterre, puis nous passerons au Japon, donc dans le Pacifique, et enfin aux États-Unis. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. This was the British people's finest day. V-Day, the end of the German war. Throughout the country, at homes and at work, a nation exploded with spontaneous rejoicing for a great and wonderful deliverance. War scarred the face of Britain, but nothing ever sapped or changed the character of our people. The great news ran through the land. Manchester, Glasgow, Cardiff, Birmingham, London, in every town and village, big and small. And the true quality of Britain was seen in the manner of our rejoicing. Out came the flags. Nationwide was the celebration. For children, so many of whom have known nothing else but war, this day must have seemed like an entry into Never Never Land. Even the soberest overflowed, and not a few flowed over. 6 long years, and all-embracing jubilation rings out in the victory peal from St. Paul's.
Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. But in the interest of saving lives, the ceasefire began yesterday to be sounded along all the fronts. The German war is therefore at an end. We may allow ourselves a brief period of rejoicing. Today is Victory in Europe Day. Outside Buckingham Palace, the crowds cheered themselves hoarse. 7 times during VE Day, the royal family appeared on the balcony. Sardines had nothing on the crowds in Trafalgar Square and Piccadilly. A man we seem to have seen before somewhere looks down from a balcony in Whitehall. Other stars of the Victory team get a share of the cheer. Keeping watch is a man who led Englishmen to victory against an earlier tyrant. His column stands at the very center of the great British Commonwealth of Nations. Crowds swirled below him in a riot of rejoicing by day and night.
We are living in the midst of many great events. Cathay Gazette has devoted the whole of this edition to a nation's joy. We know that in the days when the war seems remote and far away, these will be historic pictures. They will tell another generation how we celebrated Victory in Europe Day and how we thank the service chiefs who worked so valiantly to make it possible. Édouard Baird, vous nous disiez que l'armée de Birmanie, c'était l'armée oubliée, mais j'ai l'impression que les Anglais, ils ont complètement oublié la guerre en Asie et dans le Pacifique. Pas un mot. C'est très frappant d'ailleurs, et c'est assez choquant que dans tout ça, on ne parle absolument pas des sacrifices qui ont eu lieu assez récemment, puisqu'il y a eu la bataille de Kohima, où il y a eu beaucoup de pertes anglaises, une bataille absolument clé qui a sans doute renversé la situation sur le front birman contre les Japonais. Et effectivement, le moral des Anglais, des troupes anglaises et de tous ceux qui étaient concernés par la guerre qu'ils savaient pas du tout gagner était assez basse, à tel point que Mountbatten, qui était le commandant interarmes dont le quartier général était au Sri Lanka, a commencé d'ailleurs à faire un certain nombre de visites pour remonter le moral des gens et pour bien montrer qu'ils n'étaient pas oubliés. Et c'était aussi la grande préoccupation de ce grand général anglais, Sir William Slim, qui est devenu maréchal, ce qui est arrivé à très peu de gens après la guerre, et qui s'est efforcé de rétablir un moral qui était vraiment chancelant. Et puis il y a aussi autre chose qui est un peu choquant, si j'ose dire, enfin choquant, pas vraiment, mais quelque peu, c'est que les militaires sont assez peu glorifiés dans ces festivités. Le roi et la reine le sont, bien sûr, puisque c'est le ciment de l'unité nationale, on comprend ça. Churchill arrive en second, et on parle de la gratitude du peuple anglais envers sa personne, qu'il méritait bien, et on sait bien qu'il a été battu aux élections. Vous en avez eu de l'amertume, vous-même? Non, je veux dire, à l'époque, j'étais très très jeune, j'étais presque adolescent, mais je me rappelle seulement de la paucité des informations sur la guerre du Pacifique comparée à, et même dans les journaux de langue anglaise en Inde à l'époque, c'était la consécration de cette fin de la guerre en Europe et très peu de choses sur le reste. Et effectivement, il n'y a pas de manifestation de gloire aux troupes victorieuses en Europe. Je crois que ça viendra après. La seule chose qu'on voit, c'est Churchill avec ses propres commandants de l'aviation, de la marine, etc. C'est assez peu, mais je crois que le ton était voulu. Le ton, c'était le rassemblement autour de cette famille royale, extrêmement populaire, qui avait bravé les bombardements. Tout le monde s'en souvenait. Et bon, je n'étais pas là, et pour cause, mais la liesse est véritable, elle est extraordinaire, et c'est le moment peut-être où le peuple a été le plus uni autour de cette malheureuse famille royale des années à venir. Bien, on va voir si l'empereur du Japon réunit de la même façon autour de lui une nation qui maintenant commence à être aux abois.に強力なる内閣の出現を望んで小磯内閣は4月5日総辞式、拝命は鈴木海軍大将に降下。与内海軍大臣、松坂司法大臣の留任あって7日鈴木内閣は成立しました。安倍内務大臣、広瀬大蔵大臣、阿南陸軍大臣、太田文部大臣、岡田厚生大臣、石黒農場大臣、左近次国務大臣、軍需兼運通大臣、櫻井国務大臣、下村国務大臣兼情報局総裁、鈴木内閣総理大臣兼外務大臣兼大東亜大臣。鈴木内閣は7日夜半信任式を終えてここに力強く発足したのであります。4月9日外務大臣兼大東亜大臣に、11日運通大臣に小檜山直人氏、
国務大臣に安井東司氏がそれぞれ任ぜられました。今日私に改名が降下いたしました以上、私は私の最後のご奉公と考えますると同時に、まず私が一億国民諸君の真っ先に立って死に殻を探す。国民諸君は私の屍を踏み越えて国軍の打開に邁進されることを確信いたしました。謹んで拝受いたしたのであります。En fait, ces images cachent une réalité assez intéressante. Parce que si Koiso, le Premier ministre, qui est d'ailleurs de formation militaire générale, a été démissionné d'office, c'est pour une raison très claire. Il avait déjà engagé les pourparlers secrets avec Chiang Kai-shek en Chine pour arranger un espèce de début de désengagement japonais en Chine pour ramener toutes les forces militaires japonaises au Japon pour pouvoir mieux faire face à cette invasion américano-anglaise qu'il savait proche. Et certains milieux militaires qui n'avaient pas été consultés, furieux, ont alerté l'empereur. L'empereur lui-même était furieux. L'empereur, bien sûr, n'ayant pas des fonctions gouvernementales, mais ayant un prestige colossal, a exprimé sa colère. Et Koiso est parti. Et Suzuki Kantaro, ce vieux monsieur, est arrivé. Et lui aussi, ça cache une histoire assez extraordinaire. Kantaro est un ancien chambellan de la cour. Il est complètement à 100% l'homme de la famille impériale. Sa femme a été institutrice du petit Hirohito, l'a appris à écrire et a appris le japonais quand il avait 5 ans. Et Kantaro, en fait, fait exactement la même chose que Koiso, mais d'une autre manière. Le Japon, il faut se rappeler, a un traité de neutralité avec la Russie, et Kantaro, qui, il faut ajouter, presque complètement sourd, veut prendre contact avec les Russes pour essayer un désengagement qui permettrait au Japon de terminer la guerre sans une humiliation totale. Et à cet égard, il alerte le ministre des Affaires étrangères, qui va voir l'ambassadeur soviétique à Tokyo, qui se trouve être Jacob Malik, qui a fait beaucoup parler de lui par la suite, et Malik l'envoie promener. Il ne prend pas ça pour un refus. Ils organisent un voyage du prince Konoye, qui est un ancien Premier ministre et aussi un parent de l'empereur, pour que lui aille plaider la cause japonaise à Molotov et même à Staline. Bien sûr, on lui dit « vous ne serez pas reçu » et Konoye ne part pas. Mais là, Konoye, s'il était parti, avait des cartes à jouer, parce qu'il offrait aux Russes le retour des îles Kuriles. Il offrait même aux Russes une partie de la Mandchourie du Nord que les Japonais avaient pris, tout ça dans l'espoir qu'il y aurait un compromis que les Russes pourraient arranger. C'est un exemple, je crois, de l'isolement total dans lequel se trouvaient les Japonais à l'époque. Ils ne savaient en rien la détermination russe de continuer la guerre, ni les relations qui existaient entre les Américains, Churchill et Staline à cette époque-là. Visiblement, il n'aurait pas tenté cette politique s'il y avait la moindre réalité de la vraie situation en avril-mai 1945. 敵関西機沖縄島に来襲。3月中旬、有力なる敵機動部隊南西海域に有力して沖縄上陸の基礎はいよいよ明らか。テルダイバー、はるかケラマ列島を望む我が飛行場施設を攻撃します。
俄前アメリカはその全艦隊を挙げてまずケラマ列島に来襲、4月1日沖縄本島南部地区に、また7日北部に上陸、1400の敵艦船移収する沖縄の戦局。沖縄こそ決戦場、ここに全力を傾倒する敵兵力を一挙に叩く新規は来た。南西海域へ敵機動部隊の撃滅。陸軍特別攻撃隊の若武者たちは軍神加藤少将の像の前に敵撃滅を誓って陸続南海へ進発。沖縄こそ決戦場。我が特攻隊の怒りは敵艦隊の頭上に炸裂する。敵艦船合鎮波すでに数百隻、しかも敵の戦意はなお熾烈。国軍をかける沖縄決戦に我が精鋭は敵殲滅の大攻防戦を展開しつつあり、Édouard Baird, la bataille d'Okinawa est une bataille très difficile, mais les Japonais espèrent, en dépit de leur infériorité dans l'air et sur mer en ce moment, ils espèrent encore quelque chose qui est peu connu, c'est une arme secrète, au fond, l'arme atomique, où ils étaient plus avancés que les Allemands. Et la semaine où nous sommes, vous racontez dans votre livre un incident fameux, celui du sous-marin 234. Expliquez ça. Oui, c'est extraordinaire. Le 31 mars, je crois, part de Kiel, en Allemagne, un grand sous-marin avec deux spécialistes commandants japonais à bord. Il y a dans ce sous-marin un certain nombre de choses très intéressantes, des missiles, de la haute technologie allemande, mais il y avait également 300 kilos d'oxyde d'uranium. Et cet uranium était destiné à la base japonaise qui se trouvait à Hungnam, en Corée du Nord, où il y avait tout, si vous voulez, de quoi faire une bombe atomique, avec un très très grand savant japonais qui s'appelait Yoshio Nishina, qui était un ancien collègue d'avant-guerre de Niels Bohr, et si vous voulez, de la même hauteur de technologie que tous les Américains qui étaient en train de fabriquer la vraie bombe. Et pendant le trajet de ce sous-marin, ils étaient en mi-Atlantique quand ils ont reçu des ordres de rallier les ports américains. Les deux Japonais à bord se sont suicidés et on a jeté leur corps à l'eau. Parce que c'était la capitulation allemande. C'était la capitulation allemande. Et alors, le sous-marin arrive près de Boston et là, secret total. On ne saura jamais dans la presse exactement ce qu'il y avait dans ce sous-marin. Et on soupçonne même par la suite, il y a un livre très intéressant qui s'appelle Japan's Secret War, la guerre secrète japonaise, qui parle de tout ça, une enquête historique extraordinaire. On pense même que cet oxyde d'uranium aurait pu servir à la vraie bombe d'Hiroshima. Mais le fait est que beaucoup plus tard, à Hungnam, en Corée du Nord, a lieu une expérience, une mini-expérience d'explosion atomique qui prouve que les Japonais avaient la capacité de fabriquer une mini-bombe atomique et ils la destinaient dans un avion kamikaze là où elle ferait le plus de dégâts sur les Américains. 八国も天皇陛下におかせられましては、4月28日、土房靖国神社に進めさせたまい、震災人41,318柱をはじめ、靖国の森深く監視詰まります五国の忠霊にご心配あらせられました。
軍務最もご多端の上にもかかわらせられず、英霊の上に垂れさせたもを大見心のほど拝察するだに賢き極みであります。我ら一億誓って聖戦の完遂に邁進、もって生死に添い立て祭らんことを期する次第であります。満州国皇帝陛下第1回ご訪日10周年記念にあたり、満州国国務総理張慶慶氏は直派大使として満州国皇帝陛下のご親書を報じ、4月23日羽田に到着いたしました。梅津参謀総長をはじめ軍官民多数の出迎えを受け、ここに大東亜戦争完遂へ日満両国相携えて戦い抜く不動の決意はますます固められたのであります。大東亜諸国家の大使一堂に会す大東亜大使会議は4月23日帝国議事堂において開催されました。日満下対秘東ビルマ6カ国の代表が参加し、自由インド仮政府代表も在籍。議事は極めて円滑に、また活発に進められました。同日午後、午前中の会議で練られた大東亜戦争完遂の法と、および共同戦争目的に基づく世界秩序建設への共同声明案を東郷外相より上呈。本会議において宣明せられましたる各国の挙手に基礎として策定せられましたる声明案を本会議におきまし審議採択の上、これを本会議の共同声明として発表することといたしてはいかがかと存ずる次第であります。マヤ米の暴力により国際正義と人類の復帰が全く有利にせられんとしつつあるをも得ず、ここに大東亜各国はその崩壊する共同の戦争目的に基づく真の世界秩序建設のための指導原則を重ねて中外に明らかにならしめ、一方これを都市破壊戦とする米英の希望に対してはあくまでその総力を結集して戦争を完遂戦とする多くたる危機を新たに表明せんだ。これより共同声明案の採決を行いたいと思います。本案に賛成の各代表の起立をお願いします。本声明は満場一致採択され、またインドシナ独立支援決議、東インド独立支援決議等4つの決議も滞りなく可決されました。かくて同議に結ばれた大東亜各国の決意は州外に鮮明されたのであります。Édouard Baird, cette dernière conférence de la zone dite de coprospérité, c'est assez curieux parce que finalement, elle va laisser des traces. Ah, c'est extraordinaire. Là, jamais il n'y a eu sans doute plus de décalage entre propagande et réalité, puisque presque tous ces personnages qu'on vient de voir
les Birmans, les Indonésiens, les Philippins, etc., ils ne vont pas retourner dans leur pays d'origine. Ils vont rester au Japon. Pour les Philippines, les combats vont s'engager et c'est trop tard pour les Philippins d'y aller. Ils savent que ça ne leur portera pas chance. De même pour Ubamo, le Birman, qui est le seul qu'on ait vu de face. Vous savez, il porte une espèce de chiffon sur la tête. Lui sera caché par les Japonais jusqu'en 1946 dans un petit village de montagne où finalement les Japonais le remettront au service secret anglais, qui le ramèneront en Birmanie, où d'ailleurs il sera très vite pardonné et prendra un rôle important dans la Birmanie indépendante. La même chose pour les Indonésiens. Je ne sais pas si Sukarno était là. Il est probable qu'il gravitait autour de la délégation indonésienne. Et là aussi, il faut rappeler que Sukarno a joué un rôle pro-japonais assez incroyable pendant ces années. Mais alors, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que les personnes qui sont là ont un destin que vous venez de rappeler, mais que les nations, elles, vont devenir quand même indépendantes. Après de multiples péripéties quand même, parce que si en Birmanie et en Inde, l'armée nationale indienne va être dissoute, il n'y aura pas de grands drames, et l'Inde va devenir indépendante en août 1947. La même chose pour la Birmanie. En Indonésie, par contre, il y aura une guerre à laquelle, d'ailleurs, j'ai participé un an plus tard, qui a duré 18 mois, avant que les Hollandais ne prennent la relève. Ils font une guerre aussi, et finalement, ils sont contraints de faire la paix. Mais ça ne va pas être la joie en Indonésie. Au fond, les seuls peuples colonisés qui ont refusé de venir, ça a été les Vietnamiens de Ho Chi Minh. Oui, et là, il y avait une raison très simple. Il y avait des troupes anglaises qui vont très prochainement aller au Vietnam. Il y a la OSS qui envoie des émissaires américains qui vont prendre contact avec Ho Chi Minh et vont l'assurer, et c'est assez incroyable, de l'appui américain contre les Français. アメリカの野望に抗して完全と独立擁護の戦いを続けるホセ・ P ・ラウレン紀藤共和国大統領。ここに行って辛酸を分かち勝利の日を誓う我が村田大使と秋の国会議長。陸に戦う海軍部隊を率いてその縦横の秘策と優先を謳われる大河内最高指揮官。名将のもとに弱卒なしの誇りを如実に示して敵アメリカに今や莫大なる出血を続けしめ我が陸海軍部隊は戦っている。その陸軍部隊を指揮する人山下大将の人睨みはアメリカの戦術である。ルソンの戦野に敵の出血は果てしなく続くことである。Ce qu'on vient de voir là est assez étonnant. Monsieur Laurel, qui a accepté de jouer le jeu japonais et qui est en fait Premier ministre philippin, il sera le plus heureux collaborateur de la Terre puisqu'il va rentrer immédiatement après la guerre en 1945 et il va prochainement reprendre des fonctions. Son fils, le Laurel actuel, a joué également un très grand rôle dans la politique philippine. En fait, les Américains ont été d'une extraordinaire compréhension vis-à-vis de ces Philippins dont ils savaient qu'ils avaient joué un rôle un peu malgré eux pour essayer d'empêcher des exactions encore plus grandes. Il y a un personnage qui frappe là-dedans, parce qu'il a un faciès de boucher, c'est le général Yamashita. Lui sera exécuté bien avant le tribunal international de Tokyo pour crimes de guerre, justement, parce qu'il y a eu beaucoup de massacres au moment de la prise de Manille par les Américains. Et c'est une injustice terrible, puisque ce brave général Yamashita, en dépit de ses apparences physiques, était un type assez humain. Il avait refusé de prendre part aux exactions. Malheureusement,
l'amiral japonais avec la troupe, les marins japonais qui étaient très bien équipés, ont pris presque un espèce de pouvoir à Manille et ont tué environ 20 000 personnes au moins, et cet amiral-là est passé à côté des crimes de guerre et n'a jamais été inquiété. Bien, si vous voulez, maintenant, on va aller côté américain pour voir comment il présente la guerre, la victoire et la guerre dans le Pacifique. Kaiser Shipyards, Richmond, California. A surprise visit by Foreign Commissar Molotov with Henry J. Kaiser himself just before Molotov's return to a victorious and jubilant Moscow. Molotov sees for himself one of the war-winning miracles of American production, the fabulous yards that built many of the ships which kept open the lifeline to Russia during the darkest days of the war. His assignment in this country finished, Molotov returns home with much to tell his government about peace plans and American shipbuilding. Italy, first to surrender just 5 days before the final surrender at Rams. Cold simplicity marked the end in Italy as 2 German generals in civilian clothes met with representatives of the Supreme Allied Command, including 2 Russian generals. Here in a bare, bleak room of an ancient palace of the Neapolitan kings, the Nazis surrender everything, including 1 million men. 20 months after Allied troops landed on Italian soil, defeat came to Hitler in the south, one of the big breaks that led to VE Day. Yanks and Russians join up the great link that cinched Germany's doom. Men of our 69th Infantry Division crossed the Elbe for the long-awaited meeting. Signal Corps cameras document the historic event. Then the party moves inside for a glorious celebration with vodka for toasts to America and the Soviet Union. East meets West, the climax meeting of the war, as 2 great armies joined after crushing Germany from both sides. Safe at last at the Pacific Island port is the Navy hospital ship USS Comfort. Though unmistakably identified, this mercy ship was deliberately attacked by a suicide Jap pilot. Wreckage of the enemy plane, which plunged through 3 decks, still clutters the hole it tore in the ship. The Comfort carried wounded heroes from Okinawa. The Jap fanatic killed 29 and wounded once more 33 others. This casualty is a nurse, herself now in need of tender ministrations. Then the dead are removed for burial. May this tiny island in the Pacific be a grim reminder to us here at home of the ruthless, inhuman nature of our one remaining enemy, Japan. These Americans must not have died in vain. Surrender, the great news of the century. And in Canada, as across the world, both wild elation and sober thankfulness marked the first victory. The good news hits New York in early morning, but by nightfall, jubilant Times Square crowds still have not gone home. There is much to celebrate. Symbolically, the torch of liberty gleams again as 3 years of U-boat menace end. In Washington, now brightly lit, the racing ban, midnight curfew, and some civilian restrictions end, as War Mobilization Director Fred M. Vinson says, "The first phase of the war is over. The second phase has begun. We still have a long, hard, bloody road to travel. Controls will gradually be lifted as soon as the war and essential civilian needs
are met, not before. And symbolizing the spirit with which the nation faces its last remaining enemy, 3 surviving heroes of the Iwo Jima flag raising again raised the historic banner. Marine Private Rene Gagnon, pharmacist mate Johnny Bradley, and Private Ira Hayes. Honor the 20,000 heroes of Iwo Jima by remembering the 7th War Loan Drive. For some, VE did not mean rejoicing. Their war had ended many months ago at Cherbourg, Aachen, the Ardennes. The nation's debt to this hero is beyond repaying, yet all he asks is to be treated with understanding, to earn a living at a decent job. Sacrifice like his made European victory sure. Of him and of his comrades, General Eisenhower says, "The United Nations will gratefully remember Tedder, Montgomery, Spaatz, Bradley, DeLotte, Creer, and many others. But all these agree with me in the selection of the truly heroic figure of this war. He is G.I. Joe and his counterpart in the air, the Navy, and the Merchant Marine of every one of the United Nations. He has braved the dangers of U-boat infested seas. He has surmounted charges into desperately defended beaches. He has fought his tedious, patient way through the ultimate in fortified zones. He has endured cold, hunger, fatigue. His companion has been danger. Death has dogged his footsteps. He and his platoon commanders have given us an example of loyalty, devotion to duty, and indomitable courage that will live in our hearts as long as we admire those qualities in men. Throughout the United Nations, the rejoicing bells ring forth. But for the remaining enemy of humankind, Japan, those bells are sounding an imminent doom. Even Japan herself must now realize that her fate is sealed. I speak for the more than 3 million Americans in this theater in saying that when we are so fortunate as to come back to you, for us there need be no welcoming parades, no organized celebrations. All we ask is to come back to the warmth of the hearts we left behind and to take up again the pursuit of peace. Sure, let's celebrate. Let's have a drink on it. Anything you like. But before we have that second one, let's talk for a moment about a soldier. An unknown soldier. A Japanese soldier. This, very briefly, is the true story of his life. The day he was born, a picturesque flag celebrated the coming of another boy baby for the Japanese war machine. When he was 8, he was already in uniform. Only playing, of course. At 18, he was a soldier in a regiment which participated in the infamous rape of Nanking. A few months after the Japs attacked Pearl Harbor, his outfit was transferred to an island in the Marianas. There, in 1944, he was killed. This is how he died. He was trapped in a cave by a squad of American infantrymen, but he didn't surrender. Instead, he picked up an officer's pistol and charged an American machine gun with it. As he ran, he shouted the only words of English he knew. "American soldiers, I kill." American soldiers, I kill. That was the story of one Japanese soldier. There are still 4 million Japanese soldiers left alive. 4 million sons of heaven, whose motto is, "American soldiers, I kill." Get the Jap and get it over.
Dites-moi, Edouard Baird, pendant plus de 20 ans, vous avez été journaliste dans un grand hebdomadaire, Newsweek, américain. Vous avez entendu le racisme qui sort de ces actualités. Et non seulement vous l'avez entendu, mais ça vous a quand même frappé, puisque 20 ans ou 25 ans après, vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Une Amérique qui fait peur », où vous analysez les phénomènes d'aujourd'hui, où c'est, je dirais, avec une grande intolérance qu'on aborde, mais dans un autre sens, maintenant, les problèmes du racisme. Et alors, vous parlez de la décadence de la culture, de la civilisation américaine. Vous êtes tout à fait effrayé par ce qui se passe. Vous pouvez nous faire un bilan de ce demi-siècle qu'il avait parfaitement vécu? Oui, je crois que vous avez mentionné le mot intolérance, et c'est le mot-clé. Ce qu'on a vu s'explique peut-être par le fait que la guerre continuait et qu'il fallait à tout prix mobiliser l'opinion américaine pour qu'elle sache très bien qu'il y avait ce guerrier dur, fanatique, qui était le japonais, et le seul bon japonais était un japonais mort, comme ils l'ont presque dit, et c'est ce que répétait sans arrêt la propagande. Maintenant, bien sûr, c'est un retour complet de bâton. Il y a ce phénomène du politically correct où il est tout à fait interdit de parler de choses dans ce vocabulaire-là, mais il est surtout interdit même de faire des références presque anodines. Par exemple, on ne peut plus parler d'un violeur, on parle d'un prédateur sexuel, on ne peut plus parler d'un noir, on parle africano-américain, etc. Il y a dans ce domaine des intolérances aussi, si vous voulez, de gauche, qui sont aussi absurdes que les intolérances et la monstruosité raciste qu'on vient de voir. Mais même, vous allez plus loin, vous dites qu'il y a une certaine inhibition, une autocensure au pays de la liberté, qu'on voit bien tous les crimes qui se commettent partout, mais qu'il y a un interdit, et vous avez même cette comparaison fantastique de dire, à certains moments, on croirait qu'on est chez les Français sous l'occupation, qui ne peuvent parler que de certains problèmes entre eux, surtout si on ne les écoute pas. C'est vrai, parce qu'il y a dans les milieux universitaires en particulier une espèce de crainte de se faire repérer par de véritables commissaires politiques de la tendance, la mouvance politiquement correcte, et qui peuvent vous avoir de sérieux ennuis, malgré toutes les libertés formelles qui existent sur la liberté d'expression. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça représente pour moi un phénomène relativement nouveau, puisque c'est un manque de réflexion qu'il s'agit. Ça n'empêche pas des choses assez atroces de se passer dans la société américaine. Par exemple, on est en train de construire à tout hâte des prisons parce qu'on va mettre sans doute 1 million de personnes en prison qui n'auraient pas dû l'être à cause de lois nouvelles qui disent que si on a commis un 3e crime de violence, on est en prison à vie ou pour 25 ans au moins. Mais tout le monde sait que dans les prisons, elles sont à 80% noires, mais si vous voulez, on a un gêne terrible à parler de ces problèmes. Cette gêne porte sur les problèmes des différentes communautés ethniques, et ça porte aussi sur les problèmes hommes-femmes. C'est exact, oui. Il y a, alors ça c'est tout à fait différent, les relations entre hommes et femmes se dégrade actuellement en Amérique. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Il y a une pléthore de livres de féministes dures qui remontent aux années 80, qui ont fait des tirages absolument extraordinaires et qui toutes se concentrent sur ce qu'elles appellent la guerre contre les hommes, ou la guerre entre hommes et femmes, l'idée que l'homme est un prédateur sexuel naturel, que la femme est toujours considérée comme victime potentielle. Et aussi, il y a ce côté puritain en Amérique qui est inculqué à certaines étudiantes, beaucoup d'étudiantes, dont certaines assez fragilisées par la chose, qui voient immédiatement, dans le moindre flirt, le moindre regard de la part d'un jeune étudiant de l'autre sexe, une atteinte à leur sexualité et à leur intégrité. Et alors, à vous lire, on a bien le sentiment que, d'une certaine façon, à tellement s'intérioriser et à regarder leurs propres problèmes. Les Américains oublient le reste du monde et qui sont un petit peu aussi les prédateurs du reste du monde. Ça, on n'en parle pas. C'est exact. Je crois que un des phénomènes qui inquiète beaucoup la presse américaine, c'est le manque d'intérêt croissant
pour les événements du monde extérieur. Par exemple, il faut vraiment qu'il y ait une crise du peso mexicain, qu'il y ait un tremblement de terre à Kobe pour que le reste du monde revienne à la une des journaux. Et il y a d'ailleurs dans mon livre une réflexion d'une très grande journaliste de NBC qui dit chaque fois elle fait une émission qui est une émission de justement où il est question des événements qui se passent en dehors de l'Amérique, et elle dit chaque fois qu'on montre quelque chose, même une évocation de la fin du mur de Berlin, c'est le zapping terrible et l'audimat qui part en chute. Merci Édouard Baird de nous avoir parlé des États-Unis, de la guerre, hier, aujourd'hui. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous verrons des actualités yougoslaves et américaines. Les premières actualités yougoslaves d'ailleurs.